À la une ce soir, les ministres de l'Intérieur et de l'Outre-mer sont arrivés en Guyane. Un déplacement de 48 heures pour régler au plus vite la crise que traverse le pays. Le reportage d'ATV Guyane dans un instant. Et la grève se poursuit à l'ARS. Le personnel gréviste s'insurge contre la modification de l'organigramme de l'entreprise. Il réclame une plus grande concertation sur les questions qui touchent leurs conditions de travail. Le reportage d'Isabelle Hameau est à venir. Et la CCI souhaite sensibiliser les chefs d'entreprise à la question écologique. C'était l'objectif d'une conférence organisée aujourd'hui au WTC à Jarry. Une rencontre planifiée dans le cadre de la Semaine de l'Industrie. Nathalie Dinan nous en dira plus. Et enfin, un coup de projecteur ce soir sur le jardin évolutif des jeunes de l'association Flair à Mongo à Gosier. Il a été inauguré ce matin. Un projet écologique, mais aussi d'insertion qui embellit la vie de ces jeunes et de la cité. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Mathias Fek, le ministre de l'Intérieur, et Erika Barrette, ministre des Outre-mer, sont bien arrivés en Guyane cet après-midi aux alentours de 17h30. Élitroyés depuis le tarmac jusqu'à la préfecture, ils tiennent en ce moment même une conférence de presse. Selon nos informations, le collectif Les 500 Frères serait prêt à s'installer à la table des négociations. Un déplacement de 48 heures qui avait été annoncé hier par le Premier ministre. Après la manifestation historique qui a rassemblé près de 20 000 personnes dans les rues de Guyane. On écoute un extrait d'ailleurs de son discours prononcé ce matin avant leur départ. Les mobilisations d'hier à Cayenne et à Saint-Laurent-du-Maroni se sont déroulées dans le calme et dans la dignité. Elles n'ont donné lieu à aucun débordement. Et je tiens à saluer ici l'esprit de responsabilité de nos compatriotes guyanais. Dès vendredi dernier, j'ai pris la décision d'envoyer en Guyane une délégation de haut niveau menée par le préfet Jean-François Cordet et constituée de personnalités qualifiées pour répondre à l'ensemble des préoccupations exprimées par les Guyanais. Cette délégation a conduit de nombreux entretiens avec de multiples acteurs. Elle a œuvré sans relâche depuis son arrivée sur le territoire pour apporter des solutions concrètes aux difficultés auxquelles la Guyane est confrontée. Les conditions que j'avais énoncées lundi pour l'envoi d'une délégation de ministres sont ainsi réunies. Et j'ai demandé au ministre de l'Intérieur, Mathias Fekel, et à la ministre des Outre-mer, Erika Barrette, de se rendre dès aujourd'hui en Guyane. Dès leur arrivée, ils engageront tous les contacts utiles. Dans la continuité du travail engagé par la mission, j'ai demandé au ministre de poursuivre les discussions avec l'ensemble des partenaires politiques, économiques, sociaux et collectifs mobilisés, afin de conclure un pacte ambitieux et enrichi répondant à toutes les préoccupations qui se sont exprimées. Et cependant, certains Guyanais doutent de la capacité du gouvernement à résoudre la situation à la veille des élections. Quel regard portent-ils sur les difficultés que rencontre leur territoire? Marie Tricot et Guillaume Bacoul sont allés à leur rencontre. On regarde. Tati Léodate est bien connue du quartier. Depuis 5 ans, elle cuisine toujours un peu plus pour offrir quelques repas chauds aux démunis qui frappent à sa porte. Les jeunes là qui viennent me demander à manger, je laisse toujours un petit peu pour eux, je fais des pâtes, s'ils me demandent. Léodate a élevé 9 enfants. Gérer les besoins d'une famille nombreuse ne l'a jamais effrayée, mais aujourd'hui, elle milite pour l'avenir de sa région. Pas de manifestation, ça va rester marqué sur les annales. Ah ouais. Elle était dans les rangs de la Grande Marche et sera sur un barrage à la nuit tombée. Dans la famille, on parle quotidiennement des problèmes guyanais. Nos jeunes partent parce que par rapport aux études, pour ceux qui font des études, mais très peu reviennent. Très peu reviennent parce que soit trop diplômés, on ne peut pas me les payer, ou soit parce qu'ils ont finalement fini par trouver du travail dans l'Hexagone. Des jeunes comme Dinel, qui ne sont pas sûrs de finir leur cursus universitaire en Guyane. Étudiant en droit, le jeune homme déplore le manque de formation qualifiée et de programmes adaptés. On nous enseigne les cours comme si on était des étudiants qui habiteraient en métropole ou autre part. Depuis maternelle d'ailleurs, on devrait connaître l'histoire de notre pays, notre département, avec la colonisation et puis tous les peuples qui ont vécu ici. Sur le campus universitaire, les voitures de patrouille ont pour le moment remplacé le chassé-croisé des étudiants. Dinel espère que la grève donnera un nouvel élan à la Guyane, car lui est bien déterminé à faire prospérer sa région.
Et coup de théâtre dans l'affaire Green Parrot en Martinique. Le président de la collectivité, Alfred Marie-Jeanne, se présente désormais en tant que victime. Après le report puis le dépaysement de son procès, les avocats du président de la collectivité ont porté plainte contre le procureur de la République de Martinique pour faux et usage de faux. Ils se sont aperçus qu'un courrier provenant du parquet avait été antidaté. La plainte vient d'être jugée recevable par la présidente de la première chambre civile du tribunal de Paris. Il va donc y avoir une autre instruction dans cette affaire dans laquelle Alfred Marie-Jeanne, je vous le dis, se présente du coup en tant que victime. On écoute les explications de son avocat, Alex Ursulé. Ça signifie maintenant que le juge d'instruction aura à mener des investigations sur les conditions dans lesquelles cet acte signé par monsieur le procureur de la République a été fait. Pendant quelles conditions cet acte curieux, qui est argué désormais de faux criminel, c'est-à-dire passible de la cour d'assises pour les auteurs, l'auteur ou les auteurs. Et donc, il y aura des investigations qui seront faites spontanément par le juge d'instruction, mais également à la demande d'Alfred Marie-Jeanne, qui est désormais partie civile, c'est-à-dire victime, consacrée officiellement victime dans cette affaire. Et nous aurons donc à nous revoir avec monsieur le procureur de la République. Et autre titre de l'actualité politique de ce jour, le volte-face de Manuel Valls. Il a annoncé aujourd'hui son soutien au candidat Emmanuel Macron pour la présidentielle, une prise de position qui a eu en tout cas eu un effet de tonnerre dans la classe politique. Victorin Lurel, ancien président de région et ancien ministre des Outre-mer, a qualifié son attitude d'indigne. Et en politique, toujours, François Fillon a réuni ce mercredi soir à son QG de campagne parisien ses soutiens ultramarins de l'Hexagone. Le candidat de la droite et du centre a bien évidemment évoqué la crise sociale en Guyane. S'exprimant sur le fond du problème, il a critiqué la politique des socialistes à l'égard de ce département et assuré qu'il ferait mieux s'il était élu. On regarde le reportage de nos confrères d'ATV Paris. La réunion a été organisée en une semaine, au premier rang des têtes d'affiche de la communauté ultramarine parisienne, puis quelques fidèles militants venus garnir les rangs et enfin évidemment des ultramarins vivant en hexagone invités par l'équipe du candidat qui lui a tout de suite attaqué le bilan du quinquennat. Les ministres parcourent ces jours-ci les outre-mer, stylo et carnet de chèques à la main. Le président Hollande multiplie à quelques semaines de la fin de son mandat les initiatives, mais tout ça, ce ne sont que des chèques en bois, destinés à masquer une vérité. Cette vérité, c'est que les socialistes ont beaucoup promis, mais qu'ils ont très peu agi outre-mer. Des propos qui font mouche, notamment lorsque le candidat évoque une aide accrue à la continuité territoriale. Nous attendons qu'on s'occupe plus de nous. C'est vrai que là, il parle beaucoup des Outre-mer. On ne sait pas. Franchement, je ne peux pas vous dire. Là. En tout cas, vous voterez pour lui, c'est sûr. Je ne sais pas encore. Ces Martiniquais sont sûrs, eux, de voter pour lui. J'ai eu la sensation d'un candidat à l'écoute, connaissant les problématiques des ultramarins, à l'écoute, avec une vraie volonté d'assurer une continuité territoriale. Et c'est chose qui manifestement a fait défaut par le passé. Actualité oblige, François Fillon a évoqué la situation en Guyane sans pour autant jeter de l'huile sur le feu. Un discours cohérent pour cette Guyanaise. Il promet, pas plus que les autres, parce qu'il n'a pas fait de la surenchère, pas moins non plus, parce qu'il ne peut pas promettre moins. Mais on espère qu'il fera plus. Il a voulu tenir un discours en responsabilité, à faire également un appel au calme, tout en rappelant que la Guyane, comme Mayotte d'ailleurs, est un territoire qui a vraiment besoin de la République. S'il est élu, a néanmoins pris, on verra tout de suite son premier bien pour signer ce qu'il considère le vrai pacte d'avenir. Et en bref, en Guadeloupe, de la scarlatine a été détectée à l'école primaire de Loris-Sisque à Pointe-à-Pitre. L'établissement a dû fermer ses portes depuis hier et restera fermé jusqu'à nouvel ordre. La désinfection a débuté ce matin. La scarlatine est une maladie infectieuse très contagieuse qui se manifeste par une forte fièvre, une angine ou encore une éruption cutanée. Elle touche particulièrement les enfants de moins de 10 ans et rarement les adultes. Et la grève se poursuit à l'agence régionale de santé. Hier, le site de Dotémar a été entièrement bloqué par les grévistes. Ils s'insurgent contre le manque de concertation sur les questions qui concernent leurs conditions de travail. Et ils évoquent également des cas d'harcèlement et de discrimination. Reportage Isabelle Hameau. Un ras-le-bol significatif des salariés de l'ARS en raison de management abusif.
qu'il déplore depuis 2 ans. Il y a des agents qui sont mis au placard, il y a des agents qui ont des difficultés sur leur activité. Ils ne savent pas se situer. Aujourd'hui, ils sont sur une activité, le lendemain, ils découvrent qu'ils sont sur d'autres activités. Donc, il n'y a pas de stabilité. Voyez, au niveau du travail, ça génère de la souffrance. Et nous, on a déjà vécu quand même des actions assez importantes, assez graves même, comme les suicides. Donc on ne veut pas que ça se reproduise. Un nouvel organigramme serait prévu dès le 1er avril. Les salariés souhaiteraient que celui-ci soit revu, compte tenu du recrutement discriminatoire. On se rend compte que dans toutes les promotions, les locaux ne participent pas, n'en profitent pas. Ce n'est pas normal. À l'intérieur de l'ARS, il n'y a aucun développement pour ceux qui y sont. Donc ça fait partie de son travail aussi. Il a la responsabilité aussi de promouvoir son personnel. Donc il ne le fait jamais jouer. Nous, on veut avoir gain de cause. On veut avancer. Nous, on veut qu'il change, parce que ce n'est pas la première fois qu'on discute avec lui. Tant qu'on n'a pas de réponse à nos préoccupations, ça va être comme ça. Une réunion de négociation est prévue demain après-midi entre les deux parties, celle-ci jugée tardive par les syndicalistes, qui espèrent néanmoins trouver une issue favorable. Et la commune de Capesterre-Belle-Eau a un tout nouvel hôpital d'une capacité de 167 lits. Attendu depuis plus d'une dizaine d'années, l'établissement désormais opérationnel a été présenté ce matin à la presse. Construit dans un écrin de verdure à Saint-Sauveur sur près de 10 000 m², il promet d'améliorer considérablement la vie des patients. Élie Régent, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur de cet établissement. Je le disais en préambule, il a été construit sur une surface de près de 10 000 m². Quels sont les avantages qu'il présente par rapport à l'ancien hôpital pour améliorer la vie des patients? Alors, en termes d'avantages, ils sont multiples. Mais je vais en choisir quelques-uns afin que nos téléspectateurs comprennent très honnêtement ce qui pourrait changer pour nos patients. Tout d'abord, pour nos patients, nous avons la possibilité désormais de respecter leurs droits les plus fondamentaux. Je veux parler du droit d'aller et venir, très important pour les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, pourront être traitées et prises en charge dans un cadre sécurisé. Nous pourrons respecter également le droit à l'intimité, le droit à la vie privée. Pourquoi je le dis? Tout simplement, aujourd'hui, nous sommes obligés d'accueillir nos patients dans des pièces ou des chambres boxées, dans des boxes de 4 m². Tandis que dans le nouvel hôpital, nous pourrons accueillir dignement ces personnes dans des chambres individuelles de 21 m². Donc vous voyez la totale différence. De 4 m² à 20 m², c'est assez considérable. Les locaux de cuisine aussi passent de 35 m² à plus de 600 m². Voilà, nous avons donc fait un effort énorme parce que nous voulons mettre un point d'honneur à pouvoir réussir l'accueil des personnes. Et je crois que dans les établissements qui accueillent au long cours, l'essentiel, c'est que nous puissions respecter ces droits. Donc, pour ces patients, oui, la cuisine, nous avons eu un investissement très important afin que ce qui reste le plus souvent aux personnes âgées comme plaisir, c'est le plaisir du goût, le plaisir de pouvoir manger ce qu'ils souhaitent. Donc, du coup, nous avons fait là aussi un effort important. Ce qui est important aussi également, c'est le matériel médical. Il est présenté comme un hôpital résolument moderne. Expliquez-nous. Alors, sur la prise en charge, puisque vous parlez de la prise en charge, nous avons là aussi fait un effort important pour réduire la pénibilité au travail des personnels. Et cette pénibilité bénéficie également aux patients, puisque nous avons la possibilité dans toutes les chambres d'avoir ce qu'on appelle les lève-malades automatisés, ce qui permettra donc au personnel de pouvoir réaliser les actes les plus essentiels pour ces personnes avec plus de facilité. Nous avons également un plateau technique de rééducation, là aussi important, puisque l'hôpital de Capesterre, sur sa partie sanitaire, va donc bénéficier d'autorisation de soins de suite. Et là, nous allons nous baser sur un plateau technique innovant. Nous aurons toutes les spécialités possibles. Ça passera donc de l'art-thérapeute, de l'orthophoniste, du kinésithérapeute, de l'ostéopathe jusqu'à la psychomotricienne. Et les régions plus grands, plus confortables, plus modernes, mais dans un climat social toujours tendu. Une grève avait été déclenchée par 2 syndicats concernant la question du transfert du personnel. La CGTG a signé un protocole de fin de conflit, mais pas l'UTS-UGTG, qui sont toujours en grève, un piquet de grève qui est en place jusqu'à présent. Eux réclament un protocole de transfert. Concrètement, en quoi cela vous dérange-t-il ?
Alors, déjà, cela ne me déroge pas que l'organisation syndicale UTS-UGTG réclame vous refusez de signer ce protocole de transfert. Un protocole de transfert. Alors, en quoi est-il gênant? La seule chose, je dis, les négociations sont possibles dans le cadre de la loi. Aujourd'hui, la loi ne prévoit pas de protocole de transfert, prévoit certes des négociations sur des thématiques précises, notamment sur les organisations, mais nous avons travaillé depuis 2009 sur les organisations, avec les personnels de l'hôpital. Qu'on comprenne bien, que comprend justement un protocole de transfert? Qu'est-ce que cela a comme conséquence? Écoutez, un protocole, si je comprends bien, un protocole de transfert devrait intégrer toutes les modalités de déménagement, toutes les modalités de travail, tous les organigrammes, les effectifs. Et pourquoi cela n'est pas possible? Ce sont des choses qui ont déjà été définies. Nous avons défini les effectifs avec les autorités de tarification de l'hôpital, ARS et conseil départemental. Nous avons également travaillé sur les modalités de notre déménagement en constituant un livret du déménagement et auquel les personnels ont été associés et ils en sont informés. Nous avons également travaillé depuis 2009, je le disais tout à l'heure, sur les organisations. Donc tout cela a déjà été réfléchi. Nous avons proposé aux organisations syndicales d'inclure ces groupes de travail, de réflexion pour qu'on aille plus loin au besoin sur ces organisations. Et donc c'était la proposition du protocole de fin de conflit. Est-ce que ce conflit pourrait justement avoir un impact sur l'ouverture de cet établissement qui est prévu au mois de juin? Alors, vous vous en doutez bien, si ce conflit perdure, c'est évident que nous ne pourrons pas déménager dans les conditions que nous avions prévues. Aujourd'hui, nous avons un calendrier qui doit nous permettre, d'ici à la fin du mois d'avril, de pouvoir faire passer la commission de sécurité et ensuite la commission de conformité, afin que nous nous préparions nous-mêmes, dans le respect de ce qui avait déjà été préparé, à pouvoir regagner ce nouvel hôpital pour le mois de juin. Merci Elie Régent en tout cas d'avoir accepté de répondre à nos questions. Ce soir, une autre question de santé, beaucoup plus légère comme question. Ce mercredi célébrait la journée de l'allaitement, cette pratique qui allongerait la durée de vie des bébés selon de nombreuses études. Est-elle toujours d'actualité chez nous en Guadeloupe? C'est la question qu'a posée Linda Cagarcé à la population. On écoute leur réponse. Moi, je dirais que oui, puisque je suis pour l'allaitement. Je pense que c'est quelque chose qui favorise beaucoup le développement du nourrisson. Et puis, j'ai 2 enfants, j'ai allaité 2 enfants, quoi. Donc, je suis pour l'allaitement. Voilà. J'ai allaité mon fils. Il est né au Sahara. Je l'ai allaité et je vous assure, je n'ai jamais eu de problème. Parce que l'allaitement, c'est une chose merveilleuse. Et heureusement, les mamans s'y remettent. Je dis que la plupart que je vois qu'ils allaitent au sein. Et je pense que c'est la meilleure des choses. Bien sûr, je pense que c'est d'actualité. On en a toujours besoin. Ça a existé depuis la nuit des temps, donc il n'y a pas de raison que ça change et qu'on passe à autre chose que ce qui est naturel. Je pense qu'il y a des femmes qui allaitent et il y a ceux qui refusent d'allaiter. Mais moi, j'ai toujours allaité mes enfants. Et je pense qu'un enfant allaité se porte mieux qu'un enfant qui n'est pas allaité. Ça, c'est donner la tétée aux enfants, c'est normal et c'est vrai. C'est bon, c'est mieux. C'est bon pourquoi? C'est bon, c'est pour la santé et vous-même aussi. Si c'est pour parler de la femme guadeloupéenne, je pense qu'elle est encore très rattachée à la vie familiale, à son enfant, à son éducation. Donc je crois que c'est encore d'actualité de nos jours en Guadeloupe. Et mon mari qui n'a pas justement été allaité par sa maman, il a toujours des petits bobos, des petits problèmes. Parce qu'il n'a pas reçu ce qu'il fallait. Je crois que les mamans maintenant, elles sont conscientes quand même. Elles sont conscientes et puis il y a les grands-mères quand même qui sont là pour le dire aussi, pour aider quoi. Parce que moi, vous savez, je suis une vieille mamie. Hein. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Les chefs d'entreprise sensibilisés à la question écologique. Et puis un gros plan sur le projet de jardin évolutif inauguré aujourd'hui au cœur de la ville du Gosier. La Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe a organisé aujourd'hui une conférence sur le thème industrie durable, facteur de compétitivité au WTC de Jarry à Bemao. L'idée était de mobiliser les entreprises pour progresser vers la durabilité écologique. Le détail avec Nathalie Dinan et Patrick Curie. L'industrie aussi, c'est écologique. Le thème de cette 7e édition met l'accent sur la conservation et le développement du pays, tout en redorant l'image de ce secteur auprès du tout public. Une semaine pour parler d'énergie, car sa maîtrise devient indispensable. Nous avons un bastion, un creuset de personnes, de jeunes, de gens jeunes, ingénieurs qui sont très bien formés et qui s'occupent de la maîtrise de l'énergie.
Ça, c'est le premier constat que je fais. Le deuxième constat, je pense que la maîtrise de l'énergie deviendra un problème culturel. Nos jeunes, nos plus jeunes, nos très jeunes doivent être mobilisés vers une maîtrise de l'énergie. Il n'y a que comme cela que nous allons réaliser un objectif et qui est porteur d'emploi. Mais aussi d'une meilleure qualité de vie. Cette semaine mobilise les acteurs et permet à travers les différentes interventions de sensibiliser les adultes de demain et de proposer de nouvelles opportunités aux chefs d'entreprise. La pérennisation même de cet événement qui est devenu annuel et incontournable nous ouvre des voies de développement, des voies de se véritablement inscrire dans le paysage local. Alors faisons en sorte que l'industrie soit véritablement l'outil de développement de la Guadeloupe. Nous avons véritablement tous les atouts pour permettre à l'industrie, à la petite comme à la grande industrie en Guadeloupe de se développer. Avec un environnement favorable à protéger pour mieux être développé, la marraine invite les chefs d'entreprise à s'inscrire dans cette voie. Et l'heure était au rassemblement aujourd'hui pour les gardes du littoral de la Guadeloupe. Ces gardiens des espaces naturels se sont rencontrés à la Maison de la Mangrove aux Abîmes aujourd'hui. Compte rendu de cette matinée avec Linda Kayarzi. Protection de la nature, sensibilisation et information du public, le rôle des gardes du littoral est essentiel. 2 fois par an, on réunit tous les gardes du littoral pour leur donner un certain nombre d'informations qui relèvent de leurs fonctions, animer le réseau de ces gardes-là qui sont disséminés au sein des collectivités, puisque le Conservatoire du littoral n'intervient qu'en relation avec les collectivités qui sont gestionnaires de nos terrains, le Conservatoire n'étant que le propriétaire, et les gardes finalement sont nos yeux, nos oreilles et nos bras sur les terrains du Conservatoire. On leur donne des informations sur les techniques d'intervention, sur les techniques de surveillance, sur les échanges d'expériences d'un site à l'autre. Ça, ce sont des éléments qu'ils utilisent au quotidien. Les tâches d'un gardien du littoral peuvent dépendre des spécificités du site concerné. Sur le plan technique, il accomplit des observations simples, mais systématiques concernant la faune et la flore. Là, on vient sur un chantier particulier pour montrer ce qui se fait sur un site en particulier, avec un agent qui va décliner un petit peu les différents travaux qui sont menés, en l'occurrence ici à Taonaba, parler des espèces invasives, des espèces envahissantes, comment on va les maîtriser, quel chantier on va en mettre en œuvre, qui va être le maître d'ouvrage, comment on fait un montage financier pour une opération de ce style. Et là, c'est la commune elle-même qui vient expliquer ça avec les gardes du littoral. Donc pour un garde, c'est intéressant de savoir comment il va répercuter cette information, comment il va reproduire ce type de chantier chez lui s'il a les mêmes problématiques. D'après le Conservatoire du littoral, près de 900 gardes et agents du littoral sont employés par les collectivités locales et les associations gestionnaires. Et nous restons dans cette ambiance verdoyante depuis plus d'1 an. Des jeunes de l'association Fléamongo à Gosier s'investissent dans un projet nommé Cultiver pour se cultiver. Aujourd'hui, le fruit de leur travail est sorti de terre et leur volonté a fini par fleurir. Nathalie Dinan, Moïse Dexter. Ambiance ce matin sur l'esplanade qui surplombe la baie de Gosier. Le maire Jean-Pierre Dupont admire avec fierté le jardin créatif installé en contrebas de l'esplanade de la rénovation. C'est le résultat d'un chantier d'insertion intitulé « Cultiver pour se cultiver » et d'un lionnage des associations Fléamongo et Eti. On a constaté qu'en travaillant la terre, on pouvait atteindre plusieurs objectifs. On faisait le jeune se comparer à la plante, comment elle grandit, les éléments qu'il faut pour la plante, et aussi les éléments de l'homme. Et les jeunes, à travers ce projet, ont pu acquérir certaines compétences, ont pu s'épanouir et être en activité. Ils avaient tous en fait cette fibre concernant tout ce qui était culture, tout ce qui était nature. Pendant 6 mois, des jeunes sans emploi ont découvert ce qu'était la biodiversité, la sophrologie et l'art design. Des bacs à la plantation, ils ont tout réalisé. Ce projet soutenu par l'UNESCO leur a permis d'atteindre pas moins de 5 objectifs. L'apprentissage de la solidarité, la citoyenneté, l'estime de soi, la confiance en soi et la patience. On a fait des bacs en palette qu'on a créés nous-mêmes, tu vois, c'était pas du tout notre formation. On a fait nos bacs, on a fait un canapé
que maintenant on pourra même être amené à refaire chez nous. On ne fait pas que le jardin sur sol, on fait le jardin hors sol. Et l'avantage avec le jardin hors sol, on évite aussi les maladies. Donc les plantes poussent mieux et sincèrement avec les bacs à jardin, c'est un plaisir. Dans ces bacs, on retrouve d'un côté de la citronnelle, de la canne à sucre et un peu plus loin, des plantes médicinales. On m'a donné 2 plantes, 2 rôles, c'est le bananier et l'aloe vera, qui est très bon pour les cheveux, pour aussi les brûlures contre les piqûres de moustiques. Depuis que j'ai commencé ce projet, en fait, j'ai aménagé une petite jardinière chez moi, ce que je faisais pas en fait avant. Alors si vous voulez admirer l'îlet du Gosier de ce point de vue, vous serez confortablement installé, envahi de senteurs agréables. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale, mais l'information continue sur ATV Guadeloupe avec Eddie Planté pour questions directes. Mais bien avant l'heure des informations pratiques, j'oubliais, l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au lycée Gerville-Réacha à Basse-Terre de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et c'est maintenant la fin de l'édition locale et régionale. Eddie Planté dans un instant pour questions directes.